Alors, je vous propose qu'on redémarre notre après-midi, qu'on continue notre journée nationale des collectivités Citergy. Donc, cette fois-ci, on a le plaisir d'être avec Madame Nathalie Achard. Donc, Madame Achard, vous avez travaillé sur l'engagement environnemental et social. Vous avez été chargée de communication chez Greenpeace. Vous avez été directrice de campagne de SOS Méditerranée, directrice de la communication du mouvement des colibris. Aujourd'hui, vous êtes formatrice à la communication non violente. Vous êtes auteur du livre Communication non violente à l'usage de ceux et celles qui veulent changer le monde aux éditions Marabout, qui est sorti en février 2020 avec les difficultés de sortir un livre à cette période. En tout cas, merci de venir partager avec nous et puis conclure notre journée voilà, sur votre expérience. Donc, vous allez d'abord intervenir une vingtaine de minutes. Alors, bon, la question qu'on vous pose, c'est finalement, si on veut être dans une démarche de communication non violente, comment est-ce qu'on peut parler de l'urgence climatique? Comment est-ce qu'on peut, dans une collectivité territoriale, travailler en transversalité? Donc ensuite, on aura un temps de questions-réponses d'à peu près 35 minutes. Sur le même modèle que le modèle qu'on avait eu avant. Donc, vous avez un petit module questions-réponses où vous pouvez aller poser vos questions et puis je ferai au mieux pour les transmettre à Madame Achard. Si vous avez des difficultés de connexion ou quoi que ce soit, vous avez le module conversé. Et puis, on a toujours l'enregistrement du webinaire, donc vous pourrez y revenir après. Et puis, on a toujours Monsieur Fred Sauchard qui nous fait des illustrations et il nous les présentera après la séquence de questions-réponses. Voilà, et bien, Madame Achard, je vous donne la parole, c'est à vous. Merci Madame Rial pour cette présentation complète. Je sais que j'ai un micro qui fonctionne voilà, de manière Non, c'est bien. autonome, donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des problèmes d'écoute. Voilà, très bien. Oui. Merci de cette occasion aussi qui m'est donnée de pouvoir partager mon travail. Donc c'est effectivement un travail qui est issu de plusieurs années d'expérience, d'engagement sociétal, et de découverte de ce que j'ai pu appeler des impasses de créativité, c'est-à-dire des impasses de non-coopération. La communication non violente, c'est une des postures possibles, en tout cas qui m'a permis de trouver d'autres solutions pour entrer en connexion avec l'autre et dire ce qui est important pour moi. Et il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi le travail sur les neurosciences, voir comment notre cerveau fonctionne. Et puis, de manière générale, la posture non violente au service de l'engagement sociétal. Voilà. Donc, c'est essentiellement adossé à des expériences réelles, et c'est ce que je vais vous partager. Et puis, j'ai envie, dès le début, d'invoquer, comme je le fais toujours, le désaccord. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que je vais vous partager, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, ce que j'ai expérimenté. Et bien évidemment, nous n'avons pas à être d'accord. Et ce n'est ni un dogme, ni une idéologie, ce sont des propositions. Cette communication non violente, c'est le terme générique de la communication qui a été élaboré par Marshall Rosenberg aux États-Unis. C'est surtout une communication de dialogue, hein, c'est-à-dire c'est une communication qui m'invite à rentrer en connexion avec moi-même et avec l'autre pour essayer de faire en sorte que nous nourrissions nos besoins dans l'équivalence et l'interdépendance. Voilà, c'est deux termes extrêmement importants. Et dans le champ sociétal et le champ du changement sociétal, c'est très différent de ce que nous faisons d'habitude. Moi, je viens donc, comme je vous ai dit, du milieu associatif et comme la présentation vous l'a laissé entendre. Et aussi, je viens de l'espace de la colère et de l'indignation. C'est-à-dire effectivement du militantisme, activisme, j'ai raison et tu as tort. Le système binaire de la violence ordinaire de nos convictions. J'ai raison, et j'ai raison parce qu'en plus je pense que c'est bon pour toi. Et si toi tu penses le contraire de moi, c'est que tu as tort sur toute la ligne. Et dans le système classique et le changement climatique et le travail sur comment parler du changement climatique est très ancré à cet endroit-là, c'est le binaire, ce qui est juste, ce qui est faux. J'ai raison, tu as tort. C'est vrai, c'est faux. Pour moi, c'est un endroit où il y a l'impossibilité de progresser et d'évoluer. Le jour où je m'en suis rendu compte, j'étais chez Greenpeace et effectivement, j'étais dans une réunion et j'ai entendu cette phrase qui a vraiment créé chez moi d'abord un espèce d'effondrement, hein, c'est-à-dire ça fait 40 ans qu'on dit la même chose, personne ne nous écoute.
À la suite de cette crise sanitaire, beaucoup de voix se sont élevées sur le thème de « on vous l'avait bien dit, je l'avais bien dit », ça n'a rien d'étonnant quand on voit ce qui s'est passé, etc., etc. Et on voit qu'en fait, ça ne fait absolument rien avancer. Ce système binaire, cette violence ordinaire, ne peut pas créer de la coopération. Puis en plus, sur le thème de changement climatique, c'est fascinant parce qu'il y a changement climatique, dérèglement climatique, réchauffement climatique. Donc on est en plus sur des éléments de langage qui se cherchent, et ils se cherchent et ils se confrontent uniquement sur le détail. Ce n'est pas du réchauffement, c'est du dérèglement. Ça veut bien dire que le fond n'est pas vraiment le sujet de la confrontation. Pour moi, c'est un prétexte. Parce que c'est vrai qu'objectivement, si nous restions simplement purement rationnels, nous n'aurions pas cette conversation. Enfin, la conversation qu'on va avoir tout à l'heure. Il suffirait d'observer et en fonction des observations, de faire ce qu'il doit être fait. Seulement, nous sommes des êtres qui mélangeons et qui tissons et notre émotionnel et notre rationnel. Quand je suis face à quelqu'un qui refuse d'accueillir mon point de vue, je vous mettez-vous à la place, de voilà, j'arrive, j'ai mes rapports du GIEC là, j'ai toutes mes données techniques, j'ai tout ce qui est de l'ordre de l'observation et des preuves scientifiques en plus, des tas de choses. Puis j'ai face à moi quelqu'un qui me dit tout est faux, c'est des croyances, puis tout est manipulé. On voit ce qui se passe aussi avec le docteur Raoul là, ces derniers temps. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre du dogme et de la confrontation entre des points de vue. Et les points de vue, c'est aussi une façon d'être au monde. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert quand j'arrivais avec mes dossiers du GIEC, là, comme ça, auprès de mes petits camarades qu'on va dire climato-sceptiques, même si le terme est barbare, parce que du coup, il y a une espèce d'évaluation qui ferme. Un être n'est pas que climato-sceptique, un être est un être humain bien plus vaste que cette étiquette. C'est important aussi d'avoir ça en tête. Eh bien, moi, ce que je lui demandais, avec toutes mes preuves scientifiques, c'était tout simplement d'effondrer son monde intérieur, c'est-à-dire ses propres croyances, ses conditionnements, ce qu'on lui avait appris, qu'il avait pu effectivement apprendre de personnes qu'il respecte, qu'il aime. Et donc moi j'arrivais en disant écoute, ton logiciel intérieur, tu le prends, tu l'écrases et puis tu mets le mien à la place. Personne ne fait ça. Personne n'accepte ça. J'aime bien moi m'observer quand effectivement quelqu'un arrive avec cette puissance-là à me dire ce que tu penses est faux, ce que tu vis est faux, ta propre expérience est complètement à côté de la plaque, et moi la mienne elle est juste. Et en plus, on est plein à penser la même chose. Ça ne peut pas fonctionner. Et vous avez vu, ça fonctionne très mal. Ça fonctionne à la marge, et puis s'il y a une avancée, on a l'impression qu'il y a des reculs encore plus importants, parce que nous ne sommes pas dans un terrain de la coopération. La coopération avec cette communication du dialogue, c'est de se dire, voilà, je porte quelque chose, j'ai une conviction. Il y a des choses que je vois, il y a des choses que je sens, j'ai des expériences qui sont les miennes, et ça ne veut pas dire du coup parce que je suis non-violente que je me tais ou que je suis d'accord avec l'autre en face, ça n'a rien à voir. Et je vais exprimer ce qui se passe pour moi, et je vais avoir la capacité d'accueillir l'autre. Et l'accueil dans cette communication non-violente, ce n'est pas être d'accord non plus. L'accueil inconditionnel, ça ne veut pas dire ok, tu as raison, le climat va très très bien et l'impact de l'humain sur le climat n'existe pas. Non, non, c'est de voir, et moi c'est ma petite phrase magique que je vous donne quand je suis dans une situation comme ça, c'est de demander, montre-moi ce que je ne vois pas. Il y a forcément quelque chose que je ne vois pas. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec ça, mais il y a quelque chose que je ne vois pas. L'une des violences de nos confrontations dans ce changement de société, cette volonté de changement de société, c'est de dire que ma vérité, c'est la vérité. J'ai horreur en général que l'autre fasse ça, c'est-à-dire que sa vérité, sa manière de voir le monde, ça doit être la seule et unique. On se retrouve encore dans un système dogmatique et idéologique. Et donc la confrontation aura toujours lieu, puisque nous n'allons pas nous rencontrer au niveau de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire nos besoins. Cette histoire de besoins en communication non violente est extrêmement importante. Il y a toute une liste de besoins, vous pourrez la découvrir partout sur Internet, dans mon livre, c'est vraiment un des sujets centraux dans la communication non violente. C'est que nous allons nous confronter sur nos stratégies et non pas nos besoins.
Par exemple, il y a un besoin qui s'appelle le besoin de transcendance, que je peux vivre en faisant du jardinage, de la cuisine, en lisant, en écoutant de la grande musique. Enfin, chacun à sa manière. Réfléchissez peut-être à celle qui est votre façon de vivre quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui m'élève, quelque chose qui participe de mon évolution. Les religions sont des stratégies pour vivre ce type de besoin. Et donc les guerres de religion sont des guerres de stratégie, non pas de besoin. Si nous restons sur notre stratégie, c'est-à-dire notre manière de vivre le monde, et non pas les besoins que nous nourrissons et que nous avons en commun, nous allons systématiquement nous opposer. Et pour nous opposer, si nous sommes dans cette opposition systématique, binaire, que deux possibilités. C'est-à-dire que si c'est A contre B, B doit se soumettre. Alors, ça peut être satisfaisant sur le coup, se dire, ah, ça y est, c'est bon, il a compris, il va exactement faire ce qui est important pour moi. Seulement, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas résilient. C'est-à-dire que ce sont ces petits changements à la marge qui, à tout moment, on le voit même dans les grandes avancées sociales, quand il y a quelque chose qui commence à être un tout petit peu plus difficile, on le voit dans nos libertés, on le voit dans la solidarité, on le voit quand c'est quelque chose qui n'est pas pérenne, c'est-à-dire qui est obtenu par la soumission, ça ne dure pas. Ce qui est obtenu par la soumission porte en son sein le germe de sa propre destruction. C'est la violence qui se transmet avant tout. Parce que l'autre va se soumettre, et c'est insupportable, c'est-à-dire va perdre une partie de son intégrité. Et à partir du moment où il va être en capacité de retrouver son intégrité, son objectif sera de reprendre sa force et de soumettre à nouveau le système A. C'est la danse macabre de nos systèmes de changement, où un système remplace un autre, et puis on revient un tout petit peu en arrière, et puis on repasse. Enfin, vous voyez, cette valse oscillatoire, et qui n'est pas une transformation pérenne. Autrement, c'est la rébellion, bien évidemment. C'est-à-dire une rébellion qui peut paraître même jusqu'à être absurde. C'est je te dirai toujours non, quoi que tu me dises. Je ne sais pas si vous vivez ça, si vous connaissez. C'est partout dans notre vie. Un enfant qui ne veut pas mettre son manteau quand il fait moins de 12 degrés dehors, c'est pas parce qu'il n'a pas compris que il faut se couvrir parce qu'il fait froid. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas accueilli dans ce qu'il a envie de donner, de contribuer. Il y a un élan chez l'être humain qui est fondamental, qui s'appelle « prends-moi en considération ». Prends-moi en considération. J'ai quelque chose à te dire, j'ai quelque chose à partager. J'ai une vision, on n'est pas d'accord sur la vision, ok? Mais si ma propre vision, ce que moi je vis, ce que j'expérimente, c'est important, c'est-à-dire l'expérimentation et la pensée, pas uniquement la pensée, quoi. Ce que nous expérimentons en tant qu'être humain. C'est la première information, l'expérience. Donc si mon expérimentation, ma vision, je n'ai pas la moindre place pour te la montrer, juste te la montrer, il y a peu de chances, au final, si je ne suis pas dans un système de soumission, il y a peu de chances pour que, au bout d'un certain temps, je sois en capacité d'accueillir la tienne, parce que ce sera une manière de prendre soin de mon intégrité. Quand maintenant je revois et je repars avec mes rapports du GIEC, parce que je les ai toujours sous le bras, ça n'a pas changé ça, et que donc du coup je vais rentrer dans ce dialogue, dans l'objectif d'avoir de la coopération, en tout cas déjà de la connexion avant l'action, avant la solution, et que je vois quelqu'un en face de moi qui résiste et dit ah non, pas du tout. Quelque part, je me dis, voilà, on va pouvoir commencer à discuter parce que cette personne prend soin de sa propre intégrité, comme je prends soin de ma propre intégrité quand je partage ce qui est important pour moi. Cette vision et cette expérimentation que j'ai pu avoir sur plein de territoires, du coup, que ce soit l'environnement, les problématiques environnementales avec Greenpeace ou de justice sociale, ou voilà, avec SOS Méditerranée sur un sujet très, très, très dogmatique, du coup, et très, très émotionnel. C'est de prendre conscience, en tout cas, de mon point de vue, que, pour reprendre une expression qui est connue, c'est que avec les outils du maître, je ne peux construire que la maison du maître. C'est-à-dire que si j'utilise les mêmes ingrédients, même si c'est pour faire un nouveau plat, je vais obtenir quand même quelque chose qui ressemble au plat précédent. Albert Einstein disait, moi c'est une phrase que j'aime à me dire et à me redire, c'est que, vous la connaissez certainement, c'est que la folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'étonner d'obtenir le même résultat. Il y a quelque chose là dans cette phrase qui, au même titre que les outils du maître, c'est si j'utilise les mêmes systèmes de communication, d'interaction, de connexion et de confrontation,
pour, par exemple, promouvoir un monde plus serein, plus équilibré, de justice sociale, de respect du vivant, il y a une dissonance. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a une incohérence qui fait qu'effectivement, quel que soit le message, il ne passera pas. Sur l'écologie, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces notions de culpabilité. Utiliser la culpabilité et la honte pour obtenir un changement. Ça ne fonctionne pas très bien. Ça ne fonctionne pas très bien parce que si je prends la décision de faire quelque chose par culpabilité, c'est-à-dire parce que je me sens coupable, eh bien, je vais changer éventuellement un petit bout de ce monde, un petit bout de la proposition, mais en réinjectant encore cette violence, c'est-à-dire je ne suis pas complètement accueillie, je ne suis pas complètement dans mon intégrité, et puis je ne sais pas comment ça se passe pour vous, hein, ça aussi c'est intéressant, parce que nous sommes notre propre laboratoire d'expérimentation, de voir que quand je fais quelque chose par culpabilité, est-ce que c'est vraiment, vraiment résilient? Est-ce que ça peut durer longtemps? Est-ce que le retour en arrière n'est pas risqué en termes d'importance de retour en arrière? Donc il y a cette notion de culpabilité, il y a aussi l'exemplarité, ce que j'appelle la tyrannie de l'exemplarité. C'est-à-dire, effectivement, il faut faire comme ça, et puis soit si tu fais pas pareil, ben voilà, tu mets en danger l'avenir de tes enfants. Alors là, on rajoute l'exemplarité, la culpabilité. Tous ces endroits font que le sujet ensuite, c'est-à-dire le climat, sauver la biodiversité, contribuer à la justice sociale, disparaissent, sont complètement mis dans une espèce de nuage de la violence, de l'interaction. Et que donc, on va créer du conflit, et ce qu'on appelle en communication violente du conflit douloureux. C'est souvent ce que l'on vit dans le système classique binaire, c'est-à-dire un conflit où il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Donc, c'est pour ça que très souvent, même, je peux décider de fuir le conflit parce que je sais que ça va être douloureux. Alors que le conflit est inévitable dans le sens où, en tant qu'être humain, justement, nous avons chacun notre point de vue et il y a un milliard de choses que je ne vois pas. Alors en plus là, c'est très intéressant de le vivre, là, faire des conférences où je ne vous vois pas, c'est une expérience absolument étonnante. C'est un peu pour moi, ça expérimente la confrontation classique binaire, j'ai raison et tu as tort, c'est-à-dire je ne vois pas la personne qui est en face de moi. Je suis dans un monologue, je suis dans quelque chose de descendant, il faut qu'à tout prix l'autre m'écoute. Heureusement, il y aura des questions, donc on va pouvoir retisser du dialogue. Donc quand je suis à cet endroit-là, l'autre disparaît complètement. La coopération, c'est vraiment important de le dire. Pour moi, c'est pragmatique. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui nous a permis d'arriver jusque-là, avec toutes les difficultés dans lesquelles l'humanité est aujourd'hui. Enfin, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de crises de diverses sortes. Et cette capacité à coopérer, c'est-à-dire de tisser de la connexion, avec ces deux thèmes extrêmement importants qui sont « nous sommes interdépendants ». Et ça, dans le changement climatique, c'est extrêmement important parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérientiel qui devrait monter pour voir effectivement si à l'autre bout du monde, il se passe quelque chose de terrible, de bien comprendre que nous sommes interdépendants, c'est-à-dire que mon geste posé ici aura une influence sur le geste posé à quelques milliers de kilomètres, et ainsi de suite. Je fais toujours un petit exercice. Je vous le donne si vous avez envie de le pratiquer justement dans vos réunions, de vos groupes, pour se rappeler de cette notion d'interdépendance. Cette interdépendance qui est au cœur de la crise sanitaire aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais fermer la porte, nous sommes interdépendants avec mon voisin. Voilà, qui a décidé de faire des travaux de jardinage. Vous savez tout. Cette interdépendance qui est au cœur de la crise sanitaire, nous sommes malades parce que nous sommes interdépendants. Hein, la distanciation sociale, terrible, hein, terrible. On voit ce que ça crée comme complexité. Et nous sommes interdépendants et c'est comme ça que nous allons nous en sortir parce que nous sommes en capacité de créer de la solidarité et du soin. Donc cette interdépendance, dans le changement, dans le discours, en tout cas dans l'explication du changement climatique, elle est vraiment essentielle. Elle manque complètement. Elle a été pas mal revisitée là ces derniers temps, pendant ces dernières semaines, parce qu'il y a une prise de conscience assez forte là-dessus,
de cette interdépendance. Donc, dans un groupe, s'il y a un décalage, tout le groupe est décalé. Et donc, cette notion de coopération et de dialogue avec l'autre est purement pragmatique, c'est-à-dire qu'elle est au service de notre interdépendance. Et le petit exercice que je vous proposais avant que mon voisin me rappelle l'interdépendance, c'est un petit exercice de visualisation que j'aime beaucoup faire, qui est de me dire, là, à partir de maintenant, si je me concentre quelques secondes et que j'enlève, symboliquement, hein, tout ce que j'ai, tout ce que je sais, tout ce que je suis, qui dépend de quelqu'un ici maintenant, de quelqu'un dans le passé, de quelqu'un de proche, de quelqu'un de très lointain à l'autre bout du monde, de quelqu'un de très lointain dans mon histoire, qu'est-ce qui me reste? Je vous spoil tout de suite la fin, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que c'est vraiment un exercice de visualisation très, 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 très profond. En fait, il ne me reste rien. Il ne me reste rien, parce que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je sais, dépend d'une manière ou d'une autre de quelqu'un, d'ici, maintenant, ailleurs, dans le passé. Moi, j'aime bien, c'est un exercice de méditation, quand je cuisine, de voir d'où vient ce que j'utilise, ce qu'il a fait, et voir la puissance de cette interdépendance. Et dans l'enjeu climatique, il y a bien ce sujet-là, de l'interdépendance, qui, à mon avis, manque, mais c'est de l'expérience, en fait, cette interdépendance. Et puis, ensuite, il y a un autre sujet dans le climat et par rapport à la nature, et que nous vivons à travers cette crise, qui est celui de la différence entre la puissance et le pouvoir. Quand je suis dans l'interaction et la contradiction en disant j'ai raison, tu as tort, il faut faire, je l'avais bien dit, vous m'écoutez jamais, j'ai raison, voilà. Tout ce que je fais régulièrement, tout ce que nous faisons régulièrement, c'est juste avoir de la conscience qu'à cet endroit-là, il ne va pas se passer grand-chose. Parce qu'il y a cette notion de toute puissance, la puissance sur la nature, la puissance sur la matière. Et c'est comme une pièce avec deux faces. Voilà. Quand il y a puissance, il y a impuissance. Et c'est un travail aussi extrêmement important à faire quand je vais rentrer en connexion et en dialogue et en coopération avec quelqu'un d'autre. C'est de bien différencier la puissance du pouvoir. Pouvoir, c'est faire les choses. C'est avoir le pouvoir, c'est pouvoir faire les choses. Avoir la puissance, c'est effectivement, c'est vouloir tordre, transformer l'autre, le monde, la nature, à l'image de ce qui est bon pour moi. C'est mortifère. Nous le savons toutes et tous, c'est absolument mortifère. Ça part d'un endroit d'insécurité terrible. Pouvoir faire la place à l'autre, c'est-à-dire être en capacité d'accueillir sa vision. Et je le rappelle, c'est pas forcément pour dire je suis d'accord avec toi, parce que c'est au début en communication violente, il peut y avoir cette espèce d'impression qu'après je suis d'accord avec tout le monde. Pas du tout, c'est une communication assertive, c'est de voir ce que je n'ai pas vu. À partir du moment où je rentre en connexion et que donc je suis en capacité de nourrir cette demande fondamentale qui est vraiment prends-moi en considération, j'augmente les chances. Ce n'est ni miraculeux ni magique. Autrement, ça se saurait. J'augmente les chances de créer le pont qui va me permettre ensuite d'échanger avec l'autre. J'ai envie de proposer un premier temps, s'il y a des questions. J'ai beaucoup parlé. Alors, Nathalie, oui, il y a des questions qui sont arrivées. Il y a déjà beaucoup de remerciements qui sont arrivés. Des gens qui ont dit, ben, vous ne nous voyez pas, mais on écoute et c'est vraiment super intéressant, c'est passionnant, merci beaucoup. Et puis, personnellement, je trouve que ça fait bien écho avec ce qu'on a déjà entendu ce matin et puis cet après-midi. Alors, là, il y a peut-être une première question qu'on pourrait prendre qui est très concrète, c'est est-ce que c'est possible d'avoir un exemple alors d'une situation réelle donc, c'est quelqu'un qui dit il est responsable d'un plan climat, donc d'une démarche qui doit diminuer les consommations d'énergie, améliorer la qualité de l'air, etc. sur son territoire. Comment est-ce qu'il fait pour expliquer à ses collègues qu'il est préférable d'utiliser des gobelets ou une gourde plutôt que des bouteilles en plastique ou de covoiturer pour aller à une réunion? Ah oui, ben oui, absolument. Alors, sur ces sujets-là, comment je fais pour expliquer quelque chose? Est-ce que vous m'entendez? Parce que du coup, là, mon voisin a vraiment l'intention de refaire tout ça. Et voilà. Bon, non, très bien. c'est très bien. Très bien. Il n'y a pas de souci.
Je pourrais vous faire une vraie démonstration de médiation avec lui si ça dure trop longtemps. Euh, alors, ça, c'est vraiment la question que je pose toujours pour accompagner ce genre de démarche, parce qu'effectivement, c'est très concret, c'est très important. C'est pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça? C'est toujours ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez envie de contribuer à un changement? Pourquoi est-ce que vous avez envie que l'autre fasse quelque chose? Plus j'ai envie que l'autre fasse quelque chose pour se conformer à ce que je pense être le mieux, et moins j'ai de chance, paradoxalement, et moins j'ai de chance d'obtenir ce que je veux. Je vais être encore plus concrète, hein, bien sûr. C'est juste, je suis un peu en méta d'abord. Moi, je travaille beaucoup aussi avec des métiers comme des métiers sociaux, avec des assistantes sociales qui sont en général au bout de leur exaspération quand elles proposent effectivement voilà, des solutions concrètes à des situations difficiles et que ces solutions sont refusées. Alors que c'est évident que si j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que j'arrête d'acheter 3 téléphones. Enfin, vous connaissez ces histoires-là. Parce que c'est encore une fois, prends-moi en considération. Donc, moi, quand je suis dans ces situations et que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment que, effectivement, il n'y ait plus de gobelets en plastique pendant les réunions où je suis invitée, je dis ce que ça me fait. Voilà. Je dis, ben voilà, moi, j'ai envie de vous partager quelque chose de personnel. Il s'avère que j'ai collecté beaucoup d'informations sur l'impact de l'utilisation du plastique dans le monde et qu'il y a vraiment des images qui m'ont bouleversée. Qu'il y a vraiment des situations qui m'inquiètent, quoi. Vraiment qui m'inquiètent au niveau de l'évolution de notre société, au niveau même, voilà, je parle de moi là, on va dire, hein, pour que vous voyez l'exemple, pour mes enfants, pour la beauté de cette nature qui m'époustoufle, quoi. Et je vois, et ce n'est qu'une toute petite partie, bien évidemment, le plastique, c'est qu'il s'avère que c'est ce que moi j'ai découvert, que les conséquences sont catastrophiques. Je parle de moi, je reviens vers la personne. J'imagine en tout cas que pour vous, c'est plus simple. Voilà, il y a quelque chose de... Puis c'est l'habitude, on a toujours utilisé des gobelets plastiques, c'est plus simple. Ça peut être même plus hygiénique, parce que vous dites qu'on prend chacun son gobelet, et après on le jette. Donc peut-être qu'il y a vraiment pour vous un besoin de simplicité, de légèreté, parce qu'en plus les journées sont longues, donc on va pas en plus s'enquiquiner, avoir chacun... voilà. Et j'aimerais vous faire une proposition, si vous êtes OK. Je pourrais par exemple organiser quelque chose pour qu'on ait chacun un gobi. Alors c'est placement de produit, je connais que, hein, donc mais c'est vraiment parce que il y en a d'autres. Et puis j'aimerais savoir ce que ça vous fait, quoi. Est-ce que ça pourrait à la fois répondre à votre besoin de simplicité, de légèreté, et puis moi à mon besoin de contribuer à un modèle différent. Voilà, vraiment c'est comme ça, de manière très concrète sur ce sujet, où il y a, vous voyez, cette notion qui est essentielle, c'est qu'avant tout, je vais favoriser la connexion. C'est-à-dire que je sors du paradigme classique de la communication habituelle où j'arrive tout de suite avec la solution. J'arrive tout de suite avec l'action. J'arrive tout de suite avec l'éducation. Paf, paf, parce que c'est important, parce que c'est urgent, parce que ça me touche, parce que voilà, c'est pas ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est la communication habituelle. Et là, c'est une communication qui me dit, mais je vais dire ce qui est important pour moi, hein, pas de soucis, pas d'angoisse. Par contre, je vais faire quelque chose qui est essentiel. C'est d'abord, je vais favoriser la connexion d'être humain à être humain. Regarde-moi, on est des êtres humains, on partage la même planète, on partage... Voilà. Et tu as un choix qui n'est pas le mien. Je suis persuadée que c'est un choix qui correspond à quelque chose d'important pour toi. Donc, je ne le juge pas, je ne le dénigre pas. Voilà, je ne suis pas dans l'évaluation, la culpabilisation. Et puis moi, je te parle du mien parce que ça vient d'un endroit où j'ai envie, voilà, de beauté, d'évolution, de transformation. Et je te propose qu'on commence à coopérer. Et voilà. Et ça commence. C'est la danse, comme ça, sans fin, jusqu'à ce que tout le monde ait des gobelets réutilisables. Alors, une question qui fait un peu, je pense, suite à celle-là, c'est, vous avez dit pouvoir faire la place à l'autre et être en capacité d'accueillir sa vision. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ouais, tout à fait d'accord. Mais comment faire si l'autre en face n'est pas en capacité de le faire de son côté? Et oui. Comment gérer la situation, justement, pour ne pas entrer dans ce que vous avez appelé le conflit douloureux? Cette question,
par exemple, dans les formations de communication violente, très rapidement, on me la pose sous la forme, mais si l'autre en face n'est pas dans une posture de communication non violente, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, statistiquement, déjà, rapporté au nombre de personnes formées à la communication violente, vous avez quand même toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui ne fait pas de la communication violente. Et ce n'est pas une raison suffisante, parce que même si je fais de la communication violente, je suis humaine avec mes limites, mes vulnérabilités et mes fatigues, et je peux à un moment donné rentrer dans un conflit douloureux. Donc voilà, déjà mais c'est vrai que c'est plus sécurisant, hein, en disant, bon, si on a le même vocabulaire et la même intention, ce sera plus facile. Ça, c'est vrai. Clairement, c'est vrai. J'augmente les chances. Il y a une phrase de Rumi, qui est un poète soufiste du XIIIe siècle, parce que moi j'ai bien aimé aussi, et je continue à voir que cette envie de coopérer et de vivre dans cette connexion, elle traverse les siècles, elle traverse les continents, elle traverse les cultures, elle traverse les spiritualités. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est profond dans l'être humain. Voilà, ça c'est ma petite pointe d'espoir personnel. Et il y a cette phrase de Rumi que j'aime beaucoup, qui m'aide du coup pour répondre à votre question, qui est au-delà du bien et du mal, il y a un jardin, et c'est là que je te retrouverai. Voilà. Qui est donc ce jardin? Chacun, on pourra lui donner le nom qu'on veut. En tout cas, moi, je donne le nom de coopération et de dialogue. Et l'idée, c'est qu'en fait, au final, c'est moi le jardin. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de faire venir l'autre dans le jardin, parce que ben, ça y est, je vais le forcer à faire quelque chose. Mais en tout cas, je vais être le jardin. Et dans ma posture, faire de la place à l'autre, quoi qu'il décide de faire. Alors, plusieurs choses. Parce que en général, quand je dis ça et que je vois les gens, je vois quand même des mouvements de tête un peu dubitatifs. J'imagine complètement, là, j'en sais rien du tout. Faire de la place à l'autre, j'ai bien dit tout à l'heure, en fonction de ma capacité, de ma fatigue, de ma vulnérabilité, des sujets qui sont abordés. Je veux dire, moi j'adore travailler mes propres limites et mes propres vulnérabilités, c'est extrêmement important. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas en capacité de le faire. Ben, c'est pas grave. Il y a des moments où je ne suis pas en capacité de le faire, parce que faire de la place à l'autre, vous voyez, il faut quand même avoir de l'espace intérieur, quoi. Il faut donc l'ouvrir. Donc il faut être en forme, il faut avoir sa propre sécurité. Donc c'est pas le truc il faut, on doit, hein, pas du tout. Donc déjà avoir cette conscience que il y a des moments, il y a des sujets, il y a des personnes, je peux pas. Et c'est pas grave. Ça veut pas dire que je suis pas voilà, ce n'est pas la puissance, hein, parce que je vous rappelle, puissance, impuissance. Non, j'ai le pouvoir ou je l'ai pas à cet endroit-là. Donc déjà ça, et puis, et si l'autre en face ne le fait pas, ce qui est intéressant, c'est que cette posture, cette intention de posture est modélisante. Les neurosciences nous en parlent beaucoup, de cette fonction d'apprentissage qui s'appelle les neurones miroirs, et qui continue, hein, ça ne s'arrête pas à 6 ans, ça s'arrête à la fin de nos jours, puisque nous, dernièrement, on a même appris que nous continuons à avoir des neurones, à fabriquer des neurones, contrairement à la croyance qui disait qu'à partir d'un moment, c'était la fin et on était destiné à ne plus rien apprendre. Non, non, au contraire. Et donc, j'apprends en voyant. J'apprends et comme mon cerveau, en temps normal, c'est-à-dire hors moment difficile, est à mon service et au service de mon bien-être. C'est pour ça qu'il me donne de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine. Enfin, c'est pour me récompenser quand je fais des choses positives. Mon cerveau observe et voit que la posture de la coopération est une posture au service de la survie. C'est aussi pragmatique que ça. Et donc va effectivement dire ah tiens c'est intéressant je fais parler mon cerveau, hein, c'est intéressant cette posture qui est au service de la coopération. Alors ça ne se fait pas comme ça, hein, c'est pas tout de suite la personne en face va faire la même chose que moi, mais il y a quelque chose qui dans la modélisation du groupe s'installe. La question, c'est quelle est mon intention quand je veux faire de la place à l'autre? Si c'est pour le faire changer, je ne suis pas au bon endroit. C'est pas une question de bon endroit. Je ne suis pas à l'endroit de la coopération. Et effectivement, c'est très lent. C'est un autre facteur, c'est que nous changeons de temporalité. En général, on me dit ah oui, mais il y a beaucoup d'urgences. Oui, c'est vrai, il y a des urgences, mais quand je vois le résultat des choses que l'on fait à toute vitesse, je me dis que finalement, peut-être qu'un peu de lenteur, et c'est-à-dire d'intégration de l'intention, ça peut être pas mal. Mais ça, c'est que mon point de vue. Alors, sur les neurones miroirs, moi, j'ai découvert ça avec les émissions de Jean-Claude Amezen sur France Inter.
Ça s'appelle Sur les épaules de Darwin pour ceux qui veulent creuser ce sujet. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne là-dedans. Alors, il y a des gens qui nous disent, oui, mais on est engagé pour l'écologie, donc on a envie de plaider en faveur du sujet, et ça se fait toujours avec passion, et à terme, on peut devenir agressif sans le vouloir. Ah oui. On peut être emporté par le bon sens, révolté par la bêtise. Donc, ils se demandent comment on peut faire pour une communication. Alors, il met dite non violente, cette personne. Et il marque Oui. zen, 3 points de suspension. Ah non, faut pas être zen. Euh, juste pour finir sur le cerveau, du coup, j'ai noté, je n'oublierai pas, je n'essaie pas de faire de Non, dévier. mais moi, je les ai notés aussi. Ah, oui, oui, je sens que je ne pourrais pas passer à côté. Mais c'est très bien. Le cerveau, il faut voir qu'effectivement, nous avons plusieurs, enfin, c'est très compliqué, il y a tout un bazar là-haut. Je parlais de la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, qui sont aussi au service ou pas au service du changement. Hein. La dopamine, ça va être le plaisir immédiat. Donc effectivement, oh là là, un petit week-end à Barcelone, aller-retour en avion, c'est pas ça qui va faire la différence pour le climat. Et bim, je suis récompensée par la dopamine. La sérotonine qui va me récompenser en disant, oh là là, j'ai changé complètement d'alimentation, je suis que dans le locavore, donc je me transforme moi-même, je suis dans l'évolution. Le cerveau va me donner de la sérotonine. Mais nous sommes dans un contexte où le marketing est très dopaminé. Hein. On nous explique que là, c'est maintenant, c'est ici, c'est la transformation du ici et maintenant de manière marketing, il faut profiter ici et maintenant. Donc on a tout ça aussi. Quand je suis face à quelqu'un, je sais qu'il y a aussi son cerveau et sa manière de personnelle d'avoir de la récompense en neurotransmetteurs. Et ça, c'est quelque chose qui nous échappe. Et en plus, il y a cette partie très, on appelle le reptilien, où quand il y a un conflit, une confrontation, il n'y a que 3 manières de réagir. Ça va être soit de me barrer, bon, c'est pas mal la fuite, hein, mais quand c'est systématique, ça veut dire que je suis dans le déni de ce qui se passe. Donc je ne vois pas ce qui se passe autour de moi. Non, il n'y a pas de problème de climatique, tout va bien. Ou alors je vais me mettre dans un coin toute petite en espérant que le problème va disparaître. Mais ça, c'est des énergies de dépression et de disparition, vraiment d'intégrité. C'est-à-dire là, on est au 4e dessous. Autrement, c'est l'agressivité. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Parce que j'ai une partie de mon cerveau qui pense que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Voilà, donc il y a tout ça là. Le cerveau, je vous invite aussi à aller jeter un œil, parce qu'il faut savoir qu'en plus 70% des activités, de 70% de ce que je fais, le cerveau le fait sans m'en donner vraiment l'information. Donc ça fait partie des conditionnements. Donc là aussi, il y a un travail énorme de conscientisation. Alors, la passion, elle ne disparaît pas avec la non-violence. C'est pour ça que ce terme non-violent, j'aime bien le dit non-violent, parce que je comprends tout à fait ce que ça signifie. Ça ne veut pas dire que c'est une communication passive, molle, sans cette énergie de la conviction, bien évidemment. Donc, il y a une différenciation clé qui est extrêmement importante, c'est que la colère n'est pas égale à la violence. Je peux être en colère sans être dans la violence. La violence va être une manière d'exprimer ma colère. Je peux exprimer de manière très authentique ce qui se passe pour moi et qui va effectivement me révolter, m'indigner, me mettre en danger. Si je le fais sans avoir pour objectif d'écraser l'autre, c'est là où il y a la violence, sans avoir pour objectif de montrer à l'autre que c'est vraiment un abruti, sans avoir finalement même des pensées d'ennemis, parce que je peux aussi faire de la CNV, communication violente, et puis continuer à penser que l'autre est un abruti fini. Ça ne fonctionne pas. Vous savez, ce système de souriller au téléphone, ça s'entend. C'est-à-dire que tant que j'ai une pensée d'ennemi dans ma tête, l'autre sait que je suis dans la confrontation. Mais je peux continuer, je peux dire, écoute, moi là, quand j'ai vu une émission à la télé sur la fabrication des téléphones portables et l'impact que ça a dans certains pays où c'est des enfants qui vont au fin fond des mines, je suis bouleversée, quoi. Il y a une partie de moi qui est dans une tristesse et dans une révolte par rapport à ce qui se passe. Et c'est pour ça là, que j'ai envie de m'engager, j'ai envie de discuter sur ce sujet pour voir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire. Je reste dans la passion. Je ne suis pas en train de dire, tu sais, ton téléphone portable, mais il suinte le sang des pauvres enfants. Enfin, il y a des choses qui font que l'autre va me dire, oh ben ça va, et va être dans l'incapacité de me rejoindre parce que je vais être dans une passion qui, effectivement, j'ai bien aimé, amène à l'agressivité. L'agressivité, il y en a 2 types. Il y a celle, effectivement, l'agressivité qui a pour objectif de nourrir mon affirmation de moi. Ça, c'est important. Je dis, voilà, j'ai des choses à dire. Et puis l'agressivité qui a pour objectif d'aller écraser l'autre. Donc, il y en a 2.
Donc la passion n'est pas interdite. Au contraire, ce serait tellement triste. C'est une passion où je suis en capacité d'avoir vraiment de la clarté sur ce qui m'anime pour montrer à l'autre et, en équivalence, voir ce qui se passe pour lui et l'accueillir sans ce jugement, sans ce reproche qui fait que on n'y arrive pas, quoi. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que c'est tout free, c'est tout... Il n'y a plus de connexion. Allô, allô? Ah, très bien. C'est Anne que je ne vois plus. Oui, il semblerait que Anne ait des problèmes de connexion et qu'elle a dû se reconnecter. Vous m'entendez? Du coup, je vais prendre la suite pour poser des questions. Vous en avez un peu parlé justement avec la passion au niveau des... Finalement, la passion, c'est aussi un sentiment. Ah, tu es de retour, Anne? Ah, bah, parfait. J'étais à la question de la sensation que la communication non violente nécessite une implication bien plus grande. Oui, je voulais oser parler faire de la méthode. Ah, d'accord. Je vais peut-être juste enlever ma vidéo du coup, Nathalie, parce que c'est peut-être chez moi qu'il y a un souci. Donc j'arrête la vidéo, mais j'ai toujours le son et je vous vois toujours. Oui, il y avait juste, avant de venir à la question, effectivement, que j'avais mis après, tel que l'indiquait Emeline, c'est sur l'exemple des bouteilles en plastique. Mm-hmm. Ah. Il y a quelqu'un qui parle. Je n'entends pas. J'ai entendu bouteille en plastique. Oui, donc c'est une technique en ça coupe. Ça coupe. J'entends pas. J'ai l'impression que Anne a à nouveau des problèmes de bande passante. Du coup, mais je pense savoir où elle en était. Anna, si tu es revenue. Est-ce que vous m'entendez ou pas? C'est bon? Là, c'est bon. Ça semble être revenu, oui. Voilà, c'était juste pour faire une parenthèse que quelqu'un faisait qui parlait de la technique donc, qui s'appelle JEFS, J-E-E-F-S, je, parler en son nom propre, émotion, exprimer ses ressentis personnels, empathie, se mettre à la place de l'autre, fait, quel est le problème, exemple du plastique, et solution. Faire une proposition pour trouver une solution commune et un compromis. Et voilà, suite à ça, effectivement, la question, je voulais effectivement prendre celle-là, c'est, il y a des gens qui disent qu'ils ont la sensation que la communication non violente nécessite une implication qui est bien plus grande et qui, en particulier, il faut oser faire part de ses sentiments. Et ils se demandaient si ce mode de communication a sa place dans notre société qui fait peu de place à la sentimentalité. Ah là là. Il y a une phrase qui est une de ces phrases qui pour moi incarne la violence à bas bruit qui est présente en permanence dans notre société, c'est arrête de t'écouter. Je ne sais pas si vous la connaissez cette phrase. Arrête de t'écouter. Oh ça va, il y a pire que toi. Ou il y a un enfant qui tombe. Ah non non mais c'est rien, arrête de pleurer. Enfin, tout ça. Le jeu qui est haïssable. Voilà. Il y a quelque chose effectivement dans nos conditionnements de notre société, moins dans les pays anglo-saxons avec qui je travaille beaucoup, qui a une distanciation par rapport à l'expression de son état émotionnel. C'est très violent. C'est très très violent. Il suffit d'observer un enfant, la facilité qu'il a justement à exprimer cet état émotionnel, la facilité qu'il a à se connecter à un autre enfant sur la base de ses états émotionnels. Puisque la première information que notre cerveau nous donne, la première, c'est l'état émotionnel et l'état physique. Ensuite, nous la mentalisons pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et effectivement, c'est très juste, cette communication non violente va m'inviter à augmenter ma capacité à avoir la conscience dans l'état dans lequel je suis. Il y a des listes complètes de sentiments et voilà, vous en trouverez pareil sur Internet, dans le livre, partout. Et je suis persuadée que vous connaissez absolument tous les mots qui sont présents dans cette liste. Vraiment. Seulement, et vous verrez que vous en utilisez très peu. C'est-à-dire que c'est comme si, pour dire comment je me sens, j'avais accès à un triangle, c'est-à-dire 3 notes, alors que derrière, j'ai un orchestre philharmonique. Et donc, pour s'entraîner à connaître son état émotionnel, moi, je fais un petit exercice que j'aime bien proposer. C'est une journée où vous êtes tranquille. Vous prenez un crayon, un papier, un minuteur, et puis toutes les heures, vous prenez votre liste de sentiments et puis vous notez l'état dans lequel vous êtes. D'accord ? Et puis c'est tout, hein, vous faites ça, puis vous repartez dans votre journée. Et à la fin de la journée,
Vous regardez la dizaine de mots que vous avez collectés et vous verrez, mais vraiment, je raconte la fin de l'histoire, vous verrez la multiplicité, voire parfois la contradiction de vos états émotionnels. Parce que nous passons notre temps à être dans des états émotionnels différents. Et c'est une information, ce n'est pas juste du sentimentalisme, genre comment je me sens. Hein. C'est une information extrêmement importante. Et dans les cercles de sociocratie, voilà, dans les gouvernances alternatives, nous passons du temps à faire ce qu'on appelle la météo intérieure. C'est-à-dire, au début des réunions, de se dire comment est-ce qu'on va. Ce n'est pas uniquement parce qu'on est gentil, hein, c'est parce que c'est de la vraie information qui est essentielle pour ne pas tomber dans le travers, par exemple, de l'interprétation de l'état dans lequel l'on est. Quelqu'un qui va froncer les sourcils, je peux me dire, oh là là, il m'en veut, est en colère, a juste mal à la tête. Et ça va être intéressant de savoir que cette personne a mal à la tête, et donc qu'est-ce que je vais en faire dans notre discussion à venir. Donc c'est vrai que c'est une invitation à contre-courant, mais la CNV est une invitation à contre-courant de manière générale, sur cette notion-là d'être en capacité d'accueillir son état émotionnel, de voir ce que j'en fais, parce que parfois je peux me dire, ah ben tiens, j'ai pas de la place pour l'autre. Hein. Il y a tellement de trucs là déjà derrière que si j'y vais, je serai dans l'incapacité de faire de la place à l'autre. Donc ça évite des conflits. Ça ne veut pas dire ne pas y aller après un conflit, mais c'est de pouvoir déplacer dans le temps. C'est bien le temps de déplacer. Et puis d'être en capacité, du coup, quand je suis en capacité de connaître mes états émotionnels, comme je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, si j'ai les poches vides, je ne peux donner que du vide. Mais si je commence à avoir la conscience de mon état émotionnel, je suis en capacité d'accueillir l'état émotionnel de l'autre. Ce n'est pas une terre inconnue qui, du coup, me fait peur. Alors, c'est un apprentissage petit pas par petit pas, très sincèrement. Je ne conseille pas tout de suite aller raconter votre état émotionnel partout, dans n'importe quelle condition. Déjà avec vous-même, soi-même avec soi-même, comme je dis toujours, hein, nous sommes le laboratoire, ouvert 24 jours sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi est-ce que je me sens là, un petit peu agacée? Qu'est-ce qui s'est passé? Je déplie, je regarde là, l'extraordinaire carte qui s'offre à moi quand je suis dans cet état-là. Et puis ensuite, au fur et à mesure, découvrir ce que ça fait de se montrer tel que l'on est à l'autre. Et encore une fois, en méthode miroir, l'autre va faire de même. J'arrive dans des endroits où je lance des cercles de météo intérieure à des gens qui, même le terme les fait rire. Hein. Donc ça ne fonctionne pas au début, mais je le fais. Je montre ce qui se passe. Et puis voilà, je n'ai que cette intention parce que je sais déjà que c'est bon pour moi et que je donne de l'info aux autres. Et puis 2 jours, 3 jours après, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est cette notion de connexion avant l'action. C'est une des connexions possibles. C'est de se montrer tel que l'on est. C'est vrai que c'est très, très, très à contrario de ce qui nous est enseigné, de la violence ordinaire, en fait, de la relation masque à masque en distanciation sociale. Alors la météo intérieure, moi je l'avais utilisée au début avec les conseillers synergie quand on avait des petits groupes. Là, ça marche, je trouve que ça marche bien sur les petits groupes. En tout cas, de demander à l'autre comment il se sent, ça peut être très drôle. Quand mon gamin était petit, il s'était fait mal, une fois il pleurait, et je lui ai demandé où t'es-tu fait mal? Et il m'a montré le coin de la table. C'est resté une blague dans la maison. Où t'es-tu fait mal? Ben là, à cet endroit-là. Mais sur lui, on ne savait pas. Comme quoi, c'était effectivement pas si grave, mais voilà. Et je pense que du coup, il était reparti sur autre chose. Sur autre chose, oui. Alors, dans les questions d'après, je vais en prendre plusieurs qui portent peut-être sur les questions de formation. Il y a des gens qui demandent si la CNV est enseignée en cours d'éducation civique. Quand moi j'y étais, ben non, mais bon. Et il y en a d'autres en lien qui demandent est-ce que finalement il n'y a pas une limite à la CNV qui viendrait de la maîtrise du langage, qui serait différente selon les individus, leur classe sociale, et est-ce qu'elle peut s'affranchir de la relation du fort au faible, du dominant au dominé, au niveau du langage comme à d'autres niveaux? Est-ce que vous avez 3 jours devant vous? Moi, toujours sur la CNV, sur l'action non violente. Mais on ne sera peut-être pas 246 au bout de 3 jours. Il y en a plusieurs là. Donc, alors, il y a les questions d'enseignement et puis finalement, est-ce que ce n'est pas lié à la formalisation qu'on peut avoir, le fait de mettre des mots sur ce qu'on ressent, etc. Bien sûr. Alors, l'éducation. Il y a une association qui s'appelle Déclic qui travaille justement, une association de formateurs en communication de violence, et qui travaille en lien direct avec les écoles. Il faut savoir que la communication non violente est une posture d'enseignement qui est rentrée officiellement dans les postures académiques depuis 5 ou 6 ans.
et qu'il y a beaucoup de professeurs qui choisissent de l'utiliser. Alors, c'est clair qu'elle est très présente dans les écoles alternatives, Oui. mais je connais beaucoup de professeurs voilà, dans le public qui l'expérimentent. Oui, ça fait partie des rêves que, en tout cas, les bases de la proposition soient partagées au plus grand nombre, surtout que voilà, d'observation dans les écoles, les jeunes enfants ont une grande capacité à être de grands médiateurs. Il y a vraiment quelque chose de très touchant, mais parce que moi, c'est ma croyance au sens où je l'ai expérimenté aussi en tant que formatrice, ce sont des compétences que nous avons. C'est-à-dire que ce n'est pas implémenter des compétences de l'extérieur, c'est quelque chose où nous sommes en capacité de le faire. Ça va me permettre de rebondir sur la deuxième question, sur l'accès au langage. Alors, moi, j'ai travaillé beaucoup avant le confinement en prison également, dans des stages de responsabilisation auprès d'hommes qui ont été condamnés pour violences sexistes, conjugales, et également sur des sujets de radicalisation, avec effectivement des niveaux d'acquisition du langage très différents, très différents, effectivement courant avec de vraies difficultés de compréhension et même d'incapacité à lire ce qu'ils pouvaient écrire sur le tableau. Il y a quelque chose qui, dans la communication non violente, parle dans les cercles de restauration, comme ça, ce qu'on appelle la justice restauratrice, de la rencontre d'humain à humain. C'est cette histoire de Jardin, le Rumi. Ça demande des intégrations de la CNV beaucoup plus profondes, bien entendu, parce que là, on est dans des systèmes empathiques qui sont au-delà du langage. Donc, c'est possible. Le langage, c'est-à-dire la partie articulée de notre communication, qui ne représente que 5% de la communication, n'oublions pas. Hein. Et 95%, c'est autre chose. C'est la posture, c'est l'énergie. Donc, effectivement, ces 5% sont indispensables, mais il y a les 95 autres %. C'est pour ça que la communication violente, dans une intégration profonde, n'est pas une boîte à outils, mais une posture. Et donc, la posture permet de s'affranchir du langage. Dominant-dominé. Ah là, ça c'est un sacré sujet qui divise la communauté CNV. Donc voilà, comme ça, on va dire. Le sujet des privilèges, du pouvoir, du patriarcat, du privilège que représente même cette posture, du fait qu'effectivement, être dans une posture de communication violente, si je considère que de manière de facto, je fais partie d'une minorité invisible ou dans une position effectivement de domination, c'est beaucoup plus complexe. Très clairement, c'est plus complexe et ça nécessite des accompagnements extérieurs. Et ça nécessite, pour moi en tout cas, mais là c'est vraiment mon opinion personnelle, donc ne le prenez pas comme quelque chose qui est issu complètement de la pensée collective de la CNV, qui nécessite une attention permanente, je dis ça parce que c'est le sujet de mon deuxième livre en fait, sur notre responsabilité, la conscience de la responsabilité et des privilèges que nous avons et du coup de tous les systèmes de domination invisibles que nous vivons, que nous faisons, que nous faisons vivre aux autres et que nous vivons également, c'est-à-dire dans l'inconscience. Et la communication violente m'invitant à avoir de plus en plus de conscience sur l'impact, c'est ça en fait le sujet, c'est apprendre à avoir l'impact de ma communication, avoir la conscience de l'impact, décrypter ce qui se passe, mon intention et tout. C'est un sujet qui peut être étudié et j'espère en tout cas affiné. Mais oui, c'est un sujet de discussion. Dans le système, la demande de la communication est en capacité d'entendre un non, par exemple, qui est au cœur de la non-violence, c'est-à-dire que je peux entendre que l'autre me dise non. C'est pas si simple que ça. Hein. Le consentement est quelque chose dans lequel, effectivement, toutes les architectures invisibles de la domination intègrent le fait que il faut aussi donner à l'autre les moyens de dire non. C'est dans les deux sens. Mais ça, c'est un sujet de vastitude passionnant. Alors, là, il y a encore deux questions que je regroupe. Puis je pense qu'on s'arrêtera après ces questions-là, qu'on ne pourra peut-être pas tout traiter. Il y a des gens qui disent la CNV est-elle surtout pertinente en 1 à 1 ou lorsqu'on s'adresse à un groupe? Et il y a quelqu'un qui dit peut-on rappeler dans quel cas la CNV n'est pas possible? J'aime beaucoup. Alors là, j'ai pas de réponse. Non, 1 à 1, oui, c'est toujours plus. C'est là où je vous conseille de commencer en plus. Hein.
parce que c'est là où la connexion il y a l'évidence de la connexion. Ensuite, de 1 en groupe, de 1 à 1 groupe, c'est possible. Enfin, voilà, moi, je pratique aussi, mais avec un peu quelques heures d'entraînement. L'idée, c'est que la CNV, si je devais garder une chose quand je rentre en contact avec un groupe ou une personne, c'est que je n'ai pas de projet sur l'autre. Je ne l'ai pas dit tout de suite parce que tout le monde serait parti. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très aussi un changement de paradigme complet, c'est-à-dire que je vais rentrer en contact avec l'autre, mais je n'ai pas d'intention sur lui ou sur elle. Je n'ai pas de projet. Je ne veux pas qu'elle aille à droite ou à gauche, qu'elle fasse ça. Vous voyez, donc là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas quelque chose de précieux à lui montrer et que je n'ai pas du coup l'espace à attendre pour récupérer son précieux. Donc, à ce moment-là, à partir du moment où je rentre en connexion avec 1, 2, 3, 10, 20 personnes, vu que je n'ai pas de projet sûr, il n'y a pas cette notion même d'efficacité, puisque c'est partie l'efficacité. À quel endroit elle ne fonctionne pas? C'est chez moi. C'est quand je suis justement dans le projet sur l'autre, quand j'ai une image d'ennemi, quand je suis fatiguée, quand c'est insupportable, quand moi-même je ne suis pas pris en considération. En elle-même, c'est une posture qui est possible partout. Après, si je veux y rajouter cette notion d'efficacité, donc du coup, je ne suis plus dans la CNV, s'il y a cette notion d'efficacité, il y a des moments où c'est difficile de vivre ce changement de paradigme. C'est un travail permanent. Les formations, c'est toute une vie, hein, soyons clairs. Enfin, je ne vais pas vous raconter de bêtises, hein, ce n'est pas en 2 minutes. Mais c'est toujours la question, et donc c'est de vivre un récit très différent du récit collectif. Et la première question que je pose en général en formation, c'est mais pourquoi vous faites ça, quoi? Pourquoi d'un seul coup vous avez envie de vivre un récit différent du récit des autres? Vous vous sentirez à quelques moments seul. Quels sont les besoins principaux que vous vivez, vous, en changeant de posture? Ensuite, il arrive des choses. Par contre, utiliser la CNV pour que l'autre fasse quelque chose qui est bon pour moi, c'est autre chose que la CNV. C'est autre chose. Alors, ce qui est rappelé également, c'est qu'il y a une accréditation CNV France. Absolument. Il y a une accréditation CNV. Voilà. Et du coup, vous avez déjà un peu répondu, mais il y a une autre question, je la prends quand même, c'est ne peut-on craindre une éventuelle manipulation? Eh bien, écoutez, ça rebondit avec ce que j'ai dit précédemment, absolument. Si c'est un outil a la couleur de la main qui le porte. Voilà. Donc, effectivement, avec un outil, je fais tout ce que je veux. Donc, après, je peux, avec un marteau, planter un clou ou blesser quelqu'un. L'outil en lui-même n'a pas de morale, en tout cas, n'a pas de... et c'est pour ça que j'insiste toujours pour dire que, a priori, en tout cas, c'est pour ça que c'est très long, c'est pour ça qu'il y a une accréditation, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui parlent de l'intégration. C'est parce que c'est une posture, c'est-à-dire c'est une intention de posture. Sans quoi, comme tous les outils, comme je vous dis, on fait ce qu'on a envie de faire. Eh bien, Nathalie, je vous remercie beaucoup. On arrive au bout de... On a fait un petit peu plus d'1 heure. On a encore les actualités, et puis la conclusion, et puis les illustrations. Merci beaucoup. Vous avez reçu beaucoup de compliments. On demande aussi s'il pourra y avoir des ressources. Voilà, donc il y a votre livre, on l'indiquera. Et puis si vous avez des éléments à mettre dans le compte-rendu en complément, en ressources sur le cerveau, etc., c'est bienvenu. Très bien. Je vais donner l'écran à Fred Sauchard pour une petite pause avec les illustrations avant qu'on passe aux actualités, puis à la conclusion. Merci à vous. Merci. Merci Nathalie. Alors, j'en termine en 1 seconde et puis je vous envoie les autres. Ça va? Okay. Ça va très bien. Du coup, je vous laisse terminer. Donc, je peux déjà dire qu'après, on aura... Vous me dites quand vous avez fini, Fred. Donc, on aura ensuite les actualités et puis ensuite, ça sera Éric Vézine qui nous fera la conclusion de la journée. Donc, lui, il est chef de service au SPOT, le service des politiques territoriales, qui est le service porteur de Synergie à l'ADEME. Et il va nous faire une conclusion. Il a dit qu'il allait voir comment il allait reprendre les points les plus marquants des webinaires d'aujourd'hui. Alors. C'est bon de votre côté?
Ouais, je y être. Voilà, je fais le partage. Allez-y. Vous avez quelque chose? Oui. Bon. Alors, attendez voir, faut que je me mette au bon endroit. Voilà, tac. Ça fait des nœuds. Ah. Voilà. Fantastique. Hop. Eh ben, merci beaucoup pour les dessins et encore merci Madame Nathalie Achard pour votre présentation et la réponse à toutes les questions. Je m'excuse pour les questions qu'on n'a pas pu prendre. Voilà, on était quand même un peu limité par le temps. Principe de réalité. Du coup, je vais laisser Emeline mettre voilà, le partage d'écran. Je vais vous faire des actualités qui sont très réduites étant donné le format de la journée. Alors juste pour information, le cercle d'orientation opérationnelle, qui est une nouvelle instance dans la gouvernance partagée du réseau, va se réunir, aura sa première réunion à distance, puisqu'on n'a pas possibilité de se retrouver pour l'instant, donc ça sera le 3 juin après-midi, et donc chaque collège a été informé par ses représentants respectifs. On a un événement webinaire de plus le 4 juin à 14 h qui s'intitule « Les aménagements transitoires, une réelle opportunité pour renforcer les mobilités actives ». Alors, moi personnellement, j'espère que, si je donne mon sentiment, j'espère que ce transitoire pourrait devenir éventuellement pérenne, parce que je pense que vélo, marche, trottinette, en tout cas de mon expérience à moi, ça peut être pérenne. Donc c'est ouvert aux collectivités Citergy. Alors pour les collectivités qui ne sont pas encore membres du réseau, soit vous rentrez en processus d'ici le 4 juin, soit ça va être un peu court peut-être, soit vous pouvez effectivement vous connecter dans la limite des connexions qui seront disponibles. On aura une salle qui ne sera pas à 300-400 comme là, mais qui sera à 100 places. Et donc pour cela, vous envoyez un mail à citergy@adem.fr. Puis l'information de toute façon sera mise à disposition sur la plateforme des collectivités Citergy, donc sur le site de Citergy pour l'ADEME. On va avoir notre commission nationale du label le 17 juin. Il y a 7 dossiers qui vont être présentés. Bravo aux collectivités qui ont réussi à aller jusqu'à la CNL dans ces temps un peu compliqués. Et on a entre autres 2 dossiers qui vont concourir pour le niveau Gold. Et puis, pour les collectivités du réseau, vous savez qu'il y a une visite annuelle de votre conseiller chaque année. Alors, elle est obligatoire en 2020 comme elle était les autres années, malgré le contexte sanitaire. Profitez-en pour impliquer les nouveaux élus et si c'est compliqué de la tenir en présence pour une raison ou pour une autre, nous vous invitons à la tenir à distance en audio. Voilà pour les quelques actualités qu'on voulait vous transmettre sur le réseau. Et puis donc, maintenant, je l'ai présenté tout à l'heure. Je vais laisser la conclusion donc, de cette journée à M. Eric Vézine, qui est chef du service des politiques territoriales à l'ADEME. Et j'en profite, avant de te donner le micro, Eric, pour remercier l'équipe qui est derrière la réunion, Émilie, Christina et Valérie, qui ont fait ce qu'elles ont pu
pour que ça se passe bien. Les enregistrements, les supports et l'évaluation, vous les transmettrons par courriel tout prochainement. Eric, je te laisse la parole. Merci Anne. Merci. Du coup, c'est la fin de journée, mais j'en profite pour vous saluer, vous dire bonjour voilà, à tous et à toutes. Et merci pour votre participation. Donc, je vais commencer par remercier tous nos intervenants de la journée. Alors, c'est vrai que toutes les collectivités qui sont intervenues, et puis nos grands témoins, Madame Labouze, Madame Takini, et puis dernière intervention passionnante de Madame Achard. Donc vraiment merci de vous être rendu disponible dans ce format un petit peu inhabituel. Merci au BAC, à Anne et puis à son équipe du coup pour avoir assuré toute l'organisation et l'animation. À l'ADEME, à Guillaume Bastide et Nelly Saliou qui sont les chevilles ouvrières chez nous autour de Citergy, et puis à Fred Sechard pour ces dessins vraiment très réussis. Je pense qu'on a tous hâte de pouvoir récupérer ces dessins pour pouvoir les montrer peut-être aux collègues ou pourquoi pas s'en resservir lors de présentations que nous sommes tous amenés à faire. Je voudrais revenir d'abord sur le format web de la journée, qui était alors du coup une contrainte au départ, parce qu'au départ on s'était même demandé si on maintenait ou pas la journée. Écoutez, je crois qu'on a vraiment bien fait de maintenir cette journée dans ce format, je dis, qui était contraint au départ et puis finalement qui, je trouve, est une réelle opportunité parce que vous avez été plus de 400 à vous connecter en tout sur la journée. Et voilà, on n'aurait jamais eu 400 personnes en faisant une journée sur Paris. Et en plus, on améliore, je pense, notre bilan gaz à effet de serre. Donc, c'est ce qu'on en parlait juste avant avec Emeline, Anne et Madame Achard. Voilà, il faudra qu'on fasse le calcul, mais je pense que on a dû faire un bon gain d'émissions de gaz à effet de serre. La journée, vous nous le direz à travers le questionnaire que vous recevrez, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très passionnant. Voilà, la dernière intervention de Madame Achard, je trouve qu'elle était aussi vraiment très intéressante. Merci à elle. Et je pense qu'en écoutant cette intervention autour de la communication non violente, je pense qu'on a tous, en tout cas, moi j'ai fait l'exercice, peut-être fait l'exercice de dire à quel moment on n'a pas été du tout dans la communication non violente, dans quel moment on a essayé d'imposer nos idées et on a fait un peu tout le contraire de ce qui nous était présenté. Donc voilà, je pense que aussi bien pour un point de vue peut-être plus personnel que aussi professionnel, je pense que c'est une approche qui est très intéressante et qui mérite en tout cas d'être expérimentée dans nos métiers par rapport à notre engagement qui est souvent voilà très passionné. Et donc voilà, je pense que c'est une façon d'aborder les choses très intéressante. Sur la journée, j'ai trouvé que du coup le réseau jouait bien son rôle de pouvoir faire intervenir les collectivités. Ça montre que les collectivités sont très inventives et que c'est par les collectivités qu'on arrivera aussi à lutter contre le changement climatique. Et donc tous les témoignages qu'on a pu avoir étaient vraiment très enrichissants. Et voilà, le terrain est riche et ce genre de journée montre la puissance d'un réseau tel que Citergy dans le partage d'expériences. Et ça montre surtout que Citergy, c'est pas juste un label qu'on remet une fois par an aux assises et que c'est bien au-delà de ça, un réseau qui permet de faire du retour d'expérience de terrain entre collectivités. Et j'espère que, du coup, Citergy contribue à aussi pouvoir faire changer les comportements dans vos territoires. Les témoignages aujourd'hui, moi ce que j'en ai retenu, c'est que la transition écologique, énergétique, c'est différents leviers, on le savait, c'est à la fois effectivement de l'organisation, de la méthode, c'est de la technique, mais c'est aussi beaucoup d'humain. Et c'est l'humain qui est au cœur du dispositif, au cœur des territoires. Et c'est par l'humain qu'on arrivera à faire changer les comportements et à atteindre nos objectifs. Et l'humain, de ce que j'en retiens, c'est aussi bien en interne à la collectivité. C'est-à-dire qu'on a pu voir que
les exemples qui nous ont été montrés ont aussi permis de faire évoluer les organisations en interne aux collectivités en mobilisant les agents ou les responsables. Donc ça, c'est intéressant. On sait que c'est aussi un des apports de Citergy, que de réussir à faire du décloisonnement au sein des services des collectivités et donc comme ça à contribuer au changement. Et puis c'est aussi bien sûr vers l'externe, et là c'est les citoyens. On a eu beaucoup de témoignages très intéressants des collectivités ce matin, de Madame Labouze ou Madame Tacchini cet après-midi, sur comment est-ce que j'arrive à mettre les citoyens au cœur du dispositif, et ça c'était vraiment très enrichissant, à la fois sur des thématiques très précises. On a pu voir autour des questions d'alimentation, l'exemple des cantines scolaires ce matin, ou cet après-midi sur les projets participatifs autour des ENR, mais aussi dans le transversal, c'est-à-dire comment quand on est dans du projet de territoire, nous ce qu'on appelle à l'ADEME dans les démarches territoriales intégrées au sein des territoires, on arrive à faire changer l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc vraiment très content, moi de mon côté, et encore, je remercie encore toutes les équipes qui ont travaillé sur l'organisation de la journée, et j'espère que vous allez repartir avec plein de matières. Juste quelques mots en plus, peut-être que par rapport à Citergy, le président de l'ADEME ce matin a pu le dire que maintenant Citergy est inscrit au sein du COP, du contrat d'objectifs entre l'État et l'ADEME, avec 650 collectivités qui sont visées. C'est une reconnaissance au niveau de l'État, c'est important que ce type de dispositif, comme le dispositif, je vous en dirai juste un mot tout à l'heure, qu'on est en train de construire autour de l'économie circulaire, voilà, ces dispositifs sont inscrits dans ce contrat d'objectifs. C'est la première fois et ça, c'est important. Plus de collectivités engagées, ça veut dire plus de risques d'avoir des collectivités qui sont en multi-démarche. C'est-à-dire c'est aussi bien Citergy, mais on a les PCET, on a des CTE maintenant qui sont portés par l'État, on avait les TEPCV avant, et puis régionalement, vous pouvez avoir des TEPOS, vous pouvez avoir des coteries. Donc on a un enjeu et on y travaille au niveau de l'ADEME et de nos partenaires. Essayer de faire en sorte que quand vous engagez dans une démarche comme Citergy, eh bien vous pouvez effectivement, le président l'a mentionné ce matin, en faire un outil de suivi de mise en œuvre de vos PCET, mais vous pouvez aussi vous engager dans un CTE, dans un TEPOS, dans un coterie. Vous pouvez avoir la reconnaissance aussi au niveau européen, au niveau de la Convention des maires, et ça c'est important. Donc on essaie de faire en sorte d'avoir des principes de subsidiarité, vous vous engagez dans une démarche et vous avez des co-bénéfices par rapport à d'autres démarches, mais en tout cas, on ne vous demande pas de refaire des exercices à chaque fois. Et donc, on essaie de vous faciliter le travail. Dans la période qui s'annonce avec les élections, du coup, juste pour vous dire que l'ADEME allait travailler autour de la mobilisation, de l'accompagnement des nouveaux élus, et qu'un programme comme Citergy, bien sûr, on en fera la promotion pour essayer de motiver. Vous pouvez le faire aussi, du coup, vous, dans les relations que vous pouvez avoir entre collectivités, pour motiver les collectivités à s'engager dans ce programme. Et au-delà de la labellisation, c'est d'avant tout la structuration de la démarche et l'amélioration continue qui est intéressant. Pour essayer d'accompagner un maximum de collectivités et de mobiliser, au niveau de l'ADEME, on a lancé de nouveaux travaux. D'abord, on a renforcé la mobilisation. On va renforcer le travail de mobilisation de nos experts internes à l'ADEME pour essayer que nos différents experts thématiques puissent avoir un rôle plus important dans l'évolution et la mise à jour du référentiel. Et dans ce cas-là, on a un nouveau collègue à l'ADEME qui s'appelle Gérald Lallevée qui va travailler à la mobilisation interne de nos experts. Et puis, on a aussi renforcé la partie communication, marketing, et on a un chantier aussi autour du numérique pour voir comment le numérique peut être un levier pour faciliter l'engagement des collectivités ou le retour d'expérience entre collectivités. Voilà. Je terminerai en disant qu'on a parlé de Citergy, on a aussi un programme équivalent sur l'économie circulaire qui a été lancé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, on vous donnera le lien vers ce nouveau programme économie circulaire qui est l'équivalent de Citergy, mais pour les démarches territoriales. Économie circulaire, et on fera les premières labellisations au mois de septembre lors des assises de l'économie circulaire. Voilà. Donc, il me reste à vous remercier encore une fois toutes et tous pour votre
participation. C'est vrai qu'on n'a pas pu voir, c'est frustrant, mais vous étiez très, très nombreux. Et puis, d'habitude, chaque année, on se dit bon retour dans vos territoires. Là, vous êtes déjà dans vos territoires, donc ça sera plus une bonne déconnexion. Et voilà, en tout cas, le prochain rendez-vous, ce sera aux Assises. Hein, physiquement, on se verra aux Assises de l'énergie à Dunkerque en 2021. Faites attention, l'année prochaine, c'est les 12, 13, 14 janvier, c'est 15 jours plus tôt que d'habitude. Donc, notez bien, on sera en début d'année que c'est 12, 13 et 14 janvier et on espère vous y voir nombreux à cette occasion. Merci beaucoup et bonne fin de journée à toutes et tous.